Le plus grand mensonge que je me suis raconté, c'est sûrement quand j'étais plus jeune, du coup, avec ce même parent-là, de me dire que, j'étais capable d'assumer ça, j'étais capable de prendre un rôle qui n'était pas le mien, que ça m'impactait pas, que j'étais plus forte que ça et que j'allais pas avoir de cicatrices ou de trauma par rapport à ça, alors qu'en fait, si. Bonjour Mélissa. Wow. Bonjour miroir. Bienvenue Mélissa, face au miroir. C'est ma voix qui va t'accompagner tout au long de cette expérience, une expérience unique, à travers laquelle tu vas nous livrer une partie de toi finalement. Ma voix va t'accompagner dans ce chemin d'introspection, face à toi-même, à ce reflet, face à ton reflet. Mélissa, qui es-tu ? Alors, je me présente, je m'appelle Mélissa. J'ai 26 ans. Je suis issue du coup de parents qui sont nés en France, mais ma mère est d'origine maghrébine et mon père d'origine espagnole. Donc voilà, j'ai un peu des deux origines. Voilà, j'ai un croisement des deux. J'ai fait des études en audiovisuel. J'habite en France. Voilà. Quel trait tu as pris ? Quel trait j'ai pris ? Je dirais que petite, au niveau physique, j'ai ressemblé plutôt à ma mère, parce que ma mère a les cheveux vachement foncés, les yeux foncés, alors que mon père a les yeux plutôt clairs et tout. Même au niveau de la forme du visage, mon visage était un peu plus... avait la même forme qu'elle, il était un peu plus en mode ovale et long. Et avec l'appareil dentaire que j'ai eu pendant 5 ans, il me semble, ma mâchoire, du coup, elle s'est musclée et ça fait que maintenant, mon visage il ressemble plus à mon père. Et même au niveau des expressions, ça a changé. Avant, on me disait que je ressemblais plus à ma mère et là, on me dit beaucoup que j'ai le même sourire que mon père, les mêmes mimiques, les mêmes expressions, même sourire aussi. Après, au niveau du caractère aussi, j'ai pris plus de mon père. C'est quelqu'un de calme, comme moi, un peu introverti, mais je suis quand même sociale, plus que lui, je pense. Alors que ma mère, c'est plutôt un tempérament de feu, qui s'énerve, qui... Ouais, pas calme, tout l'inverse en fait, c'est un peu le yin et le yang. Et j'ai plus pris de mon père, même au niveau de la façon de penser et de voir les choses. Et ce que j'ai pris par contre de ma mère au niveau physique, c'est la taille plutôt fine, elle a un petit gabarit plutôt fin. Donc à ce niveau-là, j'ai pris d'elle. Quand tu te regardes dans le miroir aujourd'hui, qui vois-tu vraiment ? Qu'est-ce que je pense de moi ? Si je me regarde dans ce miroir, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je trouve que je me trouve jolie, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Petite, je me trouvais maigre, je me trouvais malade, je me trouvais pâle. Et ça, c'était surtout dû aux critiques des gens qui m'ont pas mal impactée. Après, qu'est-ce que je pourrais dire ? Oui, je me trouve du coup jolie. J'aime bien ce que je vois dans le miroir. Je vois une personne qui a plus confiance en elle, même si il y a encore du chemin à faire là-dessus. Quelqu'un qui fait plus enfant, gamine, ça y est, qui a pris en maturité et qui commence à faire femme, du coup jeune femme. Ça n'a pas toujours été le cas, mais on a accompli beaucoup de choses, on a traversé beaucoup de chemins et aujourd'hui je pense je suis sur la bonne voie et je suis très fière de moi pour ça. Quel aspect de ta personnalité est le plus difficile à accepter pour toi aujourd'hui ?
Alors l'aspect de ma personnalité qui est plus difficile à accepter pour moi, je dirais il y en a 2. Il y a toutes les peurs que je pense ma mère m'a transmises à l'accouchement, qui font que j'ai peur de l'échec, peur de pas mal de choses, on va pas se mentir, notamment de la mort, etc. Mais bon, je pense que ça c'est aussi un sujet qui nous touche tous. Après, si je devais... Ouais, donc ça m'empêche en fait de réaliser mes projets. Et après, si je devais donner une autre peur que j'ai... pas une peur, pardon. Un aspect de ma personnalité qui est difficile à moi pour accepter, je dirais que c'est mon manque de confiance en moi aussi et ma timidité qui font, avec ces peurs en plus, qui font que je vais pas trop vers les gens, j'ose pas, j'ai peur du regard des autres. Et du coup, ça m'empêche de faire certaines choses que j'aimerais faire, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans mes projets pro. Ouais, du coup, c'est un peu embêtant, mais je travaille sur ça, justement, pour arriver à dépasser tout ça et arriver à atteindre mes objectifs, parce que c'est compliqué. Ça met une grosse barrière et un gros obstacle quand tu veux faire quelque chose, mais que du coup, t'es timide de base, que t'arrives pas trop à aller vers les gens, que t'as peur de l'échec et peur du regard des autres ou de ce qu'ils vont dire, penser, etc. Et ben du coup, t'as tendance malheureusement à rien faire pour rester dans un truc confortable, des situations confortables et qui te mettent pas en panique ou en stress. Mais du coup, tu réalises pas forcément tes projets et t'es un peu inactif, pas... Si ton toi de 10 ans pouvait voir la personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'il te dirait? Moi de 10 ans, se voyait dans ce miroir et dans ce reflet, qu'est-ce qu'il dirait? Je pense qu'il dirait qu'on a parcouru beaucoup de chemin, qu'on est fier de nous, de ce qu'on est devenu, que ça n'a pas toujours été facile, mais qu'il faut garder espoir parce que aujourd'hui, même si on n'a pas atteint tous nos objectifs et que on a encore du chemin à faire, on a pas mal avancé, que ce soit au niveau des peurs, de la confiance en soi, l'assurance, la timidité, même comprendre les gens. Petite, j'avais beaucoup de mal à comprendre les gens, du coup j'étais beaucoup dans l'analyse et dans le retrait. Je trouve qu'on les comprend beaucoup mieux, que du coup on arrive à interagir avec eux, donc ça c'est bien. Franchement, c'est très bien. Et après, au niveau aussi du poids, du regard que j'avais sur moi et tout, j'ai subi beaucoup de harcèlement quand j'étais au collège, collège et même enfant, puis la maternelle ça a commencé jusqu'au collège et après lycée ça s'est arrêté. Mais du coup, ça m'a pas mal marqué. C'est des trucs qui restent, des traumatismes, des cicatrices qui mettent du temps à partir et qui des fois ne partent jamais. Et c'est vrai que j'avais un regard sur moi qui était en fait le même déformé qu'était le regard que les gens avaient sur moi. Du coup, je commençais à penser comme eux, que j'étais malade, que j'étais beaucoup trop maigre, que j'étais petite, que... je ressemblais à une gamine de 12 ans. Enfin, j'ai eu plein de réflexions sur mon physique et ma façon d'être. Et je dirais qu'il faut surtout pas écouter ce que les autres disent, que tu connais ta valeur, t'as pas besoin de prêter attention à ce que les gens disent, c'est juste le reflet de ce que eux ont, de leur propre frustration. Et parfois aussi c'est des préjugés, donc il faut pas écouter ce que les gens disent et pas trop prêter attention, et ça va aller, tu vas réussir à atteindre tes objectifs comme ça. Il y a que toi en fait qui peut te donner les moyens, les gens vont pas forcément t'aider. Mais oui, je lui dirais que ça va passer, qu'il faut toujours garder espoir, qu'après la pluie vient le beau temps comme on dit, et que parfois il faut passer par des moments difficiles, mais ça nous permet d'apprendre beaucoup sur nous et ça nous permet de nous dépasser, d'avancer. Il suffit de prendre du recul sur soi, d'avoir envie de changer certaines choses quand ça ne va pas et de s'en donner les moyens. Quelles sont les cicatrices, peut-être invisibles,
que tu portes et que les gens ne voient pas? Alors, les cicatrices invisibles que je porte, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai beaucoup subi de harcèlement sur mon physique parce que j'étais différente et dès qu'on est un peu différent, on est critiqué, surtout dans les écoles où je trouve que c'est difficile. À l'époque, je savais pas que c'était du harcèlement. On n'en parlait pas beaucoup à mon époque, il faut dire. C'était pas aussi relayé qu'aujourd'hui et c'est bien dommage, mais du coup, il y a ça. C'est toujours resté du coup un petit peu. Ouais, je pense que c'est ça. Et aussi, j'ai vécu avec un proche de ma famille, donc un parent qui était toxique et je le savais pas à l'époque. Je l'ai su que là, c'est il y a quoi, il y a 2 ans ou 1 an. Et en fait, je pensais que c'était normal, que j'étais forte, etc., que j'arriverais à surmonter tout ça. Sauf que ça m'a laissé des cicatrices et des traumatismes et aujourd'hui, j'ai du mal à faire confiance aux gens. J'ai du mal à tisser des liens. Y a-t-il une part de toi, peut-être, que tu caches délibérément aux autres? Et si oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a une part de moi que je cache aux autres? Oui. Justement, j'ai une carapace un petit peu que je me suis forgée parce que je suis quelqu'un qui est hypersensible ou sensible, je sais pas vraiment. Mais en tout cas sensible, oui, c'est sûr. Et de très empathique, gentille, etc. Du coup, j'ai pas forcément envie qu'on me prenne pour une idiote comme on a pu le faire par le passé, ou qu'on voit mes faiblesses, même si je considère pas que c'est une faiblesse, mais plutôt que c'est une force d'être comme ça. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui se jouent de ça et aussi qui critiquent les gens qui sont empathiques, sensibles et tout ça. Donc pour me protéger, je ne montre pas au premier abord, justement, je peux paraître très froide, très... pas aigrie, mais... ouais, froide, pas du tout avenante, alors que pas du tout, je suis tout l'inverse. Mais c'est pour éviter déjà d'attirer les mauvaises personnes et ouais, pour me protéger, du coup. Tant que j'ai pas confiance en la personne, que je la connais pas assez bien, hop là, je vais avoir tendance à... Tant que je la connais pas assez bien, je vais avoir tendance, du coup, à rester en retrait, rester sur mes gardes, pas avoir confiance, du coup, et c'est après qu'ils voient mon vrai visage en général. D'ailleurs, j'ai plein de gens qui me connaissent, du coup, maintenant dans ma vie, des amis, qui m'ont dit que la première fois qu'ils m'avaient vue, même les premiers temps, ils me trouvaient vachement imposante, alors que je suis quelqu'un de calme, de gentil, de doux, etc. Mais à première impression, je montre pas vraiment qui je suis. Quelle est la chose la plus difficile que tu as appris sur toi-même ces dernières années? Alors, la chose la plus difficile que j'ai apprise sur moi-même ces dernières années, c'est l'étape de ma vie une étape de ma vie qui a été compliquée. C'était il y a 2 ans et ça a duré, je crois, bien une bonne année. En tout, ouais, même non, ça a duré bien 2 ans. Ça fait qu'1 an que ça va mieux et que j'en suis sortie, quoi. J'ai fait une grosse dépression. Pourquoi j'ai fait cette dépression-là? Déjà, l'accumulation de toutes ces années-là. J'ai jamais parlé à personne, à mes parents ou qui que ce soit, du harcèlement que je subissais, des critiques. Il y a eu l'adolescence aussi qui a pas aidé. Bon, voilà, c'est une période compliquée. Et puis aussi, j'avais un de mes parents qui... Je m'entendais très mal avec cette personne. Et le problème, c'est que je vivais toujours chez elle, ou chez lui, du coup, chez cette personne. Et malheureusement, ça s'est mal passé. Et il y a eu le confinement qui est arrivé en plus. Donc, on était tout le temps dans la même maison ensemble. Et c'est devenu insupportable. Je réussissais avant à tenir parce que je pouvais aller voir mes amis. J'étais pas tout le temps dans ce cadre-là toxique. Au début, je m'en rendais pas compte. Je me disais que c'était normal, que les parents agissaient comme ça, que tous les parents étaient comme ça. Puis petit à petit, en allant chez des amis, en voyant d'autres parents avec leurs enfants interagir, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Parce que cette personne-là me faisait culpabiliser et me disait que non, c'était moi le problème et pas du tout elle. Donc, à force, je me remettais moi en question.
Et je me disais, peut-être que c'est moi, peut-être que cette personne a raison. Et un jour, j'étais dans ma chambre, je regardais une vidéo, que je me réfugiais beaucoup du coup sur YouTube et je regardais des vidéos, je m'isolais dans ma chambre pour justement fuir un peu ce quotidien. Et je tombe sur une vidéo d'une psychologue qui explique ce que c'est qu'un parent toxique. J'écoute parce que je m'intéresse beaucoup à la psychologie aussi, au développement personnel. Et je me rends compte qu'à chaque fois qu'elle énonce pas un symptôme, mais un trait de caractère plutôt, je reconnais cette personne en tout ce qu'elle décrit, quasiment. Il y a certains trucs que cette personne n'avait pas, mais quasiment, c'est ça. Et elle explique aussi, du coup, ce que ça fait, quel impact ça a sur la personne qui subit ça. Et je me reconnais totalement et je comprends plein de choses. Et j'ai un déclic. Et dans ma tête, je me dis, mais ok, c'est pour ça. C'est pour ça que tu es comme ça aujourd'hui, que tu es mal du coup, que tu ne sais pas comment aller mieux. En fait, tout vient de là. Et donc, je m'effondre parce que ça m'a fait un espèce de choc émotionnel. D'ailleurs, je me suis blessée au genou, comme si je pouvais plus me relever en fait, tellement la nouvelle m'avait assommée. Et du coup, voilà. Ce que ça a fait ensuite, c'est que j'ai fait une grosse dépression pendant des mois et des mois, parce que je me suis dit que du coup, il fallait que je ne parle plus à cette personne, vu que cette personne-là, j'avais beau lui expliquer que ça me faisait du mal et elle continue à le faire. Donc pour me protéger, j'ai été obligée à un moment de m'enlever de là. Sauf que ça m'a fait beaucoup de mal parce que forcément cette personne continue de me faire culpabiliser, de me dire que je lui faisais beaucoup de mal à ne plus la voir. Et puis c'est un parent quand même, donc il y a un lien qui est quand même fort. Donc c'était compliqué, j'ai fait une dépression, plus envie de rien faire, plus goût à la vie. Et j'avais même envie de partir, changer complètement de vie, rayer tout le monde, même mes amis qui m'avaient rien fait et des gens de ma famille, pour fuir tout ça en fait. Et puis pour tout recommencer à zéro, sans avoir cette personne, parce que malheureusement, même si j'ai écarté cette personne, elle est en lien avec d'autres personnes dans ma famille qui me rapportaient des choses, et du coup j'avais l'impression de toujours être en fait dans ce cercle vicieux. Voilà, c'était la période la plus compliquée parce que j'en avais jamais fait de dépression. Et j'avoue que je voyais pas le bout du tunnel. Je me suis dit, mais est-ce que tu vas réussir à passer au-delà de ça ? Est-ce que ça va être un état qui va rester tout le temps ? Parce que je passais mes journées dans ma chambre à rien faire, à part regarder du coup encore plus YouTube et tout. Je me préparais plus, je m'apprêtais plus. En plus, c'était le confinement, donc ça me donnait une excuse pour plus du tout m'apprêter. Et je sortais plus, je faisais plus rien, j'avais plus envie de toute façon. Même les cours, alors que c'est ma passion l'audiovisuel, j'avais plus goût à rien et c'est vraiment une sensation très bizarre quand on se sent vide en fait. Quel est le plus grand mensonge que tu te sois raconté à toi-même ? Le plus grand mensonge que je me suis raconté, c'est sûrement quand j'étais plus jeune, du coup, avec ce même parent-là, de me dire que, en fait, j'étais capable d'assumer ça, j'étais capable de prendre un rôle qui n'était pas le mien, que ça m'impactait pas, que j'étais plus forte que ça et que j'allais pas avoir de cicatrices ou de trauma par rapport à ça, alors qu'en fait, si. Pour ça qu'il faut, quand on a une relation qui est toxique, il faut de suite s'enlever parce que on a beau être fort, on a beau savoir que c'est pas nous le problème, à un moment, ça finit par nous impacter et par nous détruire petit à petit. Le plus grand mensonge que je me suis raconté, c'est justement que j'étais plus forte que tout ça, que j'allais pas avoir de traumatisme ni de cicatrice, que ça m'impactait pas alors que je suis quelqu'un de sensible, empathique et tout ce que tu veux. Donc forcément que ça t'impacte. Que pendant des années, je savais que le problème ne venait pas forcément de moi, mais à des moments, je doutais. Donc cette personne arrivait à me faire me remettre en question malgré mes certitudes, à me faire douter. Et je me suis raconté qu'en fait, j'étais au-dessus de tout ça.
Mais en fait, non. Quand c'est une relation comme ça, il faut partir. Il faut pas rester. Si la personne ne change pas en plus quand vous lui dites que voilà, ça vous fait du mal, etc., il ne faut pas rester. Sinon, après, c'est vous qui allez être aussi détruite et elle va vous entraîner dans sa chute. Donc ouais, ça c'est le plus gros mensonge que je me suis dit. Je me suis dit que j'allais changer cette personne, la sauver, que j'allais prendre un rôle qui n'était pas forcément le mien pour pouvoir l'épauler, l'aider. Et en fait, non, ça marche pas comme ça. Surtout si la personne ne veut pas être aidée, jamais on réussit. Et puis, on n'est pas là pour sauver les gens, surtout. À quel moment te sens-tu le plus toi-même ? À quel moment je me sens le plus moi-même ? Je dirais que c'est quand je suis dans mon monde un peu imaginaire, que j'ai beaucoup d'imagination, que j'écris des scénarios, des livres, etc., des petites histoires. Je dirais que c'est là que je me sens le plus à l'aise, ou alors quand je suis devant une série qui est dans mon univers, je me sens en phase avec moi-même. Parce que j'ai vachement développé du coup mon imaginaire quand j'étais petite, vu que j'étais fille unique pendant longtemps. Mon frère est arrivé, je devais avoir 11 ans, donc j'ai quasiment vécu la moitié de mon enfance seule. Donc j'avais beaucoup d'imagination. En plus, j'avais pas le droit d'inviter de copines, donc pas trop, donc voilà. Je dirais que ouais, c'est ça. C'est là où je me sens le plus moi-même. Je suis dans ma petite bulle. Je suis pas obligée de faire semblant des fois devant les gens, ou alors d'essayer de comprendre les gens. Je pense à moi d'abord et pas aux autres. Quand as-tu réalisé que la vie que tu mènes ne correspondait plus à celle que tu imaginais ? C'est ça, mais j'ai aussi appris que j'étais pas du tout la personne en fait que je pensais être, parce que pendant des années, alors certes j'ai mon univers, j'ai mon monde, etc., ça c'est moi, mais la personne que je montrais aux gens et la personne qui est inactive, qui a pas de projet, pas d'ambition, un peu flemmarde et tout, c'est pas forcément moi. Ça c'est plus à cause des peurs que j'ai, des traumas et aussi beaucoup de charge mentale, parce que cette personne-là me prenait beaucoup d'énergie et sans m'en rendre compte, en fait, ça m'empêchait d'être vraiment moi. Donc je dirais que c'est ça que j'ai appris. Quand est-ce que j'ai réalisé ça ? C'était il y a 2 ans, quand je me suis rendu compte que, en fait, je vivais dans un environnement toxique depuis toute petite, que la personne que je pensais être, en fait, je me connaissais pas du tout, et que j'ai dû apprendre à me connaître, savoir vraiment ce que moi je pensais, parce que j'ai toujours dit oui à cette personne, j'ai toujours allé dans son sens pour éviter le conflit. Et à force, je savais même pas ce que j'avais envie de faire, qui j'étais vraiment, ce que je pensais vraiment, je m'étais complètement perdue. Et donc, cette dépression m'a aidée à me retrouver justement. À quel moment est-ce que tu as ressenti un sentiment d'échec et comment tu t'en es relevé ? Le moment où j'ai le plus ressenti un échec, c'est quand j'ai fait ma dépression et que je me suis dit, en fait, t'es pas infaillible, t'es pas aussi forte que tu pensais l'être. Et surtout, quand j'ai vu le temps que j'avais perdu à essayer d'aider cette personne, alors que cette personne ne voulait pas être aidée, qu'elle ne voudra certainement jamais changer, et qu'elle me faisait énormément de mal, et de m'être entourée de certaines personnes qui n'étaient pas forcément bonnes et qui me prenaient mon énergie, qui me prenaient ma lumière, ça m'a empêchée de faire des projets. Je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces années-là, j'étais pas moi, j'étais comme endormie, comme en veille. Et toutes ces années-là, je pourrais pas les rattraper. Donc voilà. Mais je me suis relevée de cette dépression et aujourd'hui, j'ai appris des choses grâce à cette dépression, justement. Si tu pouvais changer une chose dans ton passé, mais uniquement en le revivant avec les mêmes émotions, le ferais-tu ? Si je devais changer quelque chose de mon passé, je changerais ça. Plutôt que de rester dans cet univers, cet environnement toxique, je partirais, parce qu'il y a des parents proches ou de la famille qui m'ont dit mais viens vivre chez nous, etc. Pas forcément par rapport à ça, parce que eux ils m'ont jamais dit, c'est moi qui m'en suis rendu compte de moi-même. Ils le savaient, mais voilà. Et ils ont essayé, mais ils pouvaient pas non plus me dire à l'époque quelle l'était. J'étais peut-être trop jeune aussi pour comprendre.
Et en fait, comme cette personne-là me mettait la pression pour que je reste avec elle, parce que forcément, elle avait qu'une peur, c'était que cette personne-là avait qu'une peur, c'était que je m'en aille et qu'elle ait plus son soutien, qu'elle m'ait plus sous sa gouverne et qu'elle puisse plus me manipuler, plus me commander, qu'elle perde le contrôle en fait tout simplement. Et moi, j'ai préféré, parce que c'était moins compliqué pour moi au niveau de la charge mentale, que de me prendre tout le temps des réflexions, de la culpabilisation. C'était beaucoup plus facile en fait de tout simplement rester. Je pensais à l'époque que c'était plus facile de rester parce que j'avais pas l'énergie pour me battre contre ça que de sortir de là. Voilà. Quelle est ta plus grande peur quand tu penses à l'avenir? Ma plus grande peur quand je pense à l'avenir, je l'ai eu du coup, il y a 1 an, quand je suis sortie de la dépression. Comme j'étais beaucoup restée, j'étais beaucoup restée enfermée tout ce temps à regarder des vidéos, à pas vivre en fait ma vie, à la rêver plutôt que la vivre. Je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fait, il y a plein d'étapes de ta vie importantes que tu as loupées, du temps que tu pourras pas rattraper. Ça se trouve, tu vas mourir demain, t'en sais rien, on sait pas de quoi la vie est faite. Et mince, t'as pas fait ce que tu voulais faire, t'as pas accompli ce que t'avais envie d'accomplir à cette période-là de ta vie. Et si ça continue comme ça, tu vas louper toute ta vie. Et à la fin, tu vas te retrouver avec des regrets et des choses que t'auras pas faites. Donc c'est ça ma plus grande peur, pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire et ne pas réussir, parce que j'ai quand même eu des traumas, à les faire à cause de ces traumas ou de ces cicatrices que je peux garder du coup de ces années-là. Si tu pouvais demander pardon à une personne de ton passé, qui serait-ce et pourquoi? Si je pouvais demander pardon à une personne de mon passé, ça serait moi. Et aussi certaines personnes du coup dans mon entourage qui ont essayé de m'aider, qui étaient tristes de la situation et moi je le voyais pas forcément parce que j'étais petite et trop jeune, ou alors trop jeune. Et je me rendais pas compte de tout ça, que la personne souffrait, et j'ai reproché à cette personne d'être partie, de nous avoir abandonnés, parce que aussi le parent toxique, donc la personne avec qui je vivais, qui avait donc la garde, nous a bien monté le cerveau à moi et mon frère, en nous répétant que cette personne nous avait abandonnés. Et même moi, cette personne-là, c'était mon pilier, mon repère. Et quand elle est partie, j'ai vécu ça comme un abandon, alors que pas du tout. Mais bon, aussi, j'ai un de mes parents, du coup, qui a essayé de rentrer dans mon cerveau et qui m'a fait croire et qui m'a influencée. Et du coup, ça a complètement biaisé ma façon de penser. Et du coup, j'en ai voulu, pas longtemps, parce qu'après, on en a discuté avec cette personne-là et j'ai bien vu et compris que le problème venait plutôt d'en face plutôt que de cette personne. Mais du coup, oui, elle en a vachement souffert et j'ai pas été là pour elle parce que je devais m'occuper encore une fois de l'autre personne qui s'accaparait un peu toute la lumière et toute mon attention. Et ouais, si je devais m'excuser, ce serait à moi pour m'être infligé ça alors que en fait j'aurais pu faire autrement. Et je dirais du coup aussi de cette personne-là, l'avoir un petit peu laissé tomber parce que c'était plus facile tout simplement de croire ce que l'autre me disait pour pas aller au conflit encore une fois. Alors que cette personne-là, à qui j'en ai voulu pendant un petit moment, ça n'a pas duré non plus hyper longtemps, mais quand même bien 1 an je pense, ou 2, a toujours tout fait pour nous, moi, que ce soit moi et mon frère, a toujours été là, que ce soit financièrement. C'est cette personne-là qui nous faisait sourire, qui nous faisait rire à la maison, qui nous a appris plein de choses, qui a toujours été là, bienveillante avec nous. Et ouais, voilà, je dirais que c'est ça. Quelle est la chose la plus difficile que tu as appris sur toi-même ces dernières années? La chose la plus difficile que j'ai apprise, c'est que y a une part de moi qui était responsable aussi de
de la vie que je menais, du fait que j'étais pas bien, parce que je suis restée très longtemps dans cette relation toxique. Le harcèlement, j'en ai pas forcément parlé, donc forcément ça n'aide pas. Alors certes, j'étais jeune et du coup, surtout à l'époque où on parlait pas beaucoup de ça, enfin c'était pas aussi... il y avait pas autant de campagnes de sensibilisation et de communication là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, ouais, j'étais pas non plus toute blanche. J'étais aussi fautif d'avoir continué dans cette relation-là, de pas avoir ouvert les yeux, d'avoir mis un peu des espèces d'œillères en me disant mais ça va passer, c'est normal, c'est des comportements normaux, c'est toi le problème, et de m'être fait manipuler en gros et d'avoir continué malgré que des fois les gens essayaient de me faire sortir de là en me disant bah viens plutôt habiter chez nous ou de me dire bah c'est pas normal et tout, et moi j'entendais mais j'avais pas eu encore le déclic forcément là-dessus. Moi je dirais que c'est ça. Quel est ton plus grand regret que tu n'as jamais osé avouer? Le plus grand regret que j'ai jamais osé avouer, c'est qu'à un moment, j'ai des gens qui ont voulu m'aider pour me sortir de cette relation-là, qui était toxique du coup. Et en fait, bon, j'étais trop jeune pour le comprendre, je devais avoir 15-16 ans. On m'a proposé d'aller vivre chez ces personnes-là pour justement sortir. Sauf que j'avais la pression de l'autre côté de la personne. Et elle a tout fait pour que je reste avec elle, cette personne-là. Donc c'est ce que j'ai fait, vu que j'étais influençable à l'époque. Et je pense que ça m'aurait évité de vivre cette dépression. Et ça m'aurait peut-être aidé à mieux me construire et me relever plus vite. Voilà. Et aussi, mon plus grand regret, c'est d'avoir cru que je pourrais sauver cette personne-là. En fait, on peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et du coup, j'ai perdu énormément de temps à essayer de sauver quelqu'un qui n'en avait ni l'envie, qui n'en est pas capable et qui ne changera probablement jamais. Et moi, j'ai perdu des années pour ça. Donc, c'est du temps perdu, quoi. Qu'est-ce que ton reflet te dit aujourd'hui, à l'instant T, maintenant quand tu te regardes dans ce miroir? Courageuse. Je suis jeune, certes, j'ai encore des choses à apprendre, mais je suis sur la bonne voie. J'ai réussi à enlever pas mal de choses qui étaient du coup pas saines dans ma vie, que ce soit des gens, des comportements, etc. J'ai réussi à faire le tri, à savoir ce que je voulais faire ou pas faire, parce que pendant un grand moment j'étais perdue du coup. Je sais ce que je veux faire, je sais quel rêve je veux réaliser. Moi, ce que je veux faire, c'est des courts-métrages ou des productions audiovisuelles comme là je suis en train de faire, des podcasts, etc. Écrire aussi des histoires, des livres, pourquoi pas, enfin tout ça. Et pendant longtemps j'ai cru que j'en étais pas capable, mais en fait si, j'en suis capable comme tout le monde. Juste il faut s'en donner les moyens, ne pas avoir peur, essayer. Il y a qu'en essayant qu'on apprend et qu'on se donne les moyens. Si on n'essaye pas, certes on n'aura pas sur l'instant T le regret de se dire qu'on a échoué, mais on n'aura pas essayé et ça sera peut-être un regret après. Me dire aussi que je suis quelqu'un de normal, que peu importe ce que les gens m'ont dit, je suis fière de moi, que ce soit au niveau du physique ou au niveau mental. Je laisse tout ça dans le passé et maintenant j'avance. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent sur toi sans avoir besoin de leur expliquer? Alors, ce que j'aimerais que les gens comprennent de moi, c'est justement, j'en parlais tout à l'heure, souvent quand on est empathique, parce que du coup j'ai tendance à pleurer quand j'ai de la peine, à montrer mes émotions, là où la société nous a appris à justement pas trop les montrer, surtout pour les anciennes générations et tout ça, que c'était une marque de faiblesse, et beaucoup de gens prennent ça pour de la faiblesse, alors que pas du tout. Au contraire, c'est une force extraordinaire, et il faut pas enfouir ses émotions, faut les accepter, les sortir,
Et c'est ça que j'aimerais qu'on comprenne de moi, qu'il ne faut pas se fier aux apparences, faut pas avoir de préjugés là-dessus. C'est quelque chose qui est normal d'avoir des émotions, c'est normal de pleurer, c'est normal d'avoir des moments durs dans la vie, et ça fait pas de nous une personne faible. Justement, on se relève de ces combats, on avance, même si on a des moments où ça va pas, enfin c'est la vie quoi. L'enfant en toi, tu lui dirais quoi si tu devais lui dire quelque chose aujourd'hui? L'enfant en moi, qu'est-ce que je lui dirais? Ben, ça j'ai déjà répondu. Comment je veux qu'on se souvienne de moi? Et je dirais aussi à mon reflet, pardon, que peu importe ce que les gens pensent de toi, ça ne fait pas de toi ta vraie valeur. Ta vraie valeur, tu la connais, tu n'as pas besoin d'écouter l'avis forcément des autres, surtout qu'il est biaisé, il n'est pas souvent objectif, c'est souvent leur propre projection de la vérité ou de ce qu'eux ont vécu ou de ce qu'on leur a dit dans leur enfance qui fait qu'aujourd'hui ils pensent comme ça. Mais ça veut pas dire que c'est la réalité. Aussi, il peut y avoir des gens qui projettent sur toi leur propre trauma inconsciemment ou défauts sur toi et qui du coup s'acharnent du coup sur toi. Et puis ces gens-là, c'est pas ces gens-là qui vont te faire avancer. Il faut justement faire le tri entre les gens qui te veulent du bien et les gens qui sont juste là pour te faire douter ou qui sont pas sains. Il faut les écarter complètement et apprendre à pas écouter ces personnes-là. Surtout que la seule personne qui sait vraiment ce que tu vaux, c'est toi. Et toi seul. Il y a personne qui te connaît mieux que toi-même en fait. Tu vis avec toi tous les jours. Donc qui de mieux pour savoir ce que tu vaux? Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi? Comment je veux qu'on se souvienne de moi? Je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a réalisé ses rêves, qui a fait les choses qu'elle avait envie, que ce soit des grandes ou des petites choses. Toujours dans la bienveillance, la gentillesse, qui a essayé d'être la meilleure personne qu'elle pouvait être, malgré qu'elle ait fait des erreurs et qu'elle en fera encore. Et voilà, qui a un grand cœur malgré la carapace qu'elle a et qui aujourd'hui va se donner les moyens de réussir. Et quelqu'un de fort, malgré ce que certaines personnes peuvent penser. Quelqu'un de fort qui a su passer au-dessus des critiques, au-dessus de la dépression. C'est quand même des choses compliquées. Il y en a qui s'en relèvent pas, malheureusement. Et j'ai quand même réussi à m'en relever. Donc c'est une preuve que je suis quelqu'un de fort. Voilà. Et de courageux. Au revoir.